La porte de l'église s'ouvrit dans un grincement sec. Toutes les têtes se tournèrent en même temps. Les yeux, les bouches entr'ouvertes, le silence. Et moi, là, immobile à l'entrée, vêtu de la robe bleu marine que j'avais cousue moi-même au fil des nuits. Je n'étais pas invité, pas même mentionné. Selon lui, je ne cadrais pas avec son nouveau cercle social. Julien fit semblant de ne pas me voir. Mais moi, je l'ai vu. Son expression, c'était de la peur. Chloé, la mariée, se figea une seconde. Sa main, qui tenait celle de mon fils, se desserra. Dehors, un vent froid me poussait en arrière. Mais je fis un pas, puis un autre. Je tenais une petite boîte entre mes bras. Ce n'était pas un cadeau, c'était la vérité. La vérité qu'il avait tenté de cacher pendant des années. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» chuchota quelqu'un. L'organisateur de la cérémonie s'approcha, l'air affolé. Je levai la main. Les mots étaient inutiles. Il fallait juste que je sois là. Chloé fit un pas dans ma direction. Julien essaya de la retenir. Elle hésita. Elle me regarda dans les yeux. À cet instant, tout s'arrêta. La salle, la musique, la honte, la colère, car personne ne savait ce que contenait cette boîte, ni ce que j'étais sur le point de dire. Et la seule question qui martelait son esprit était « Est-ce qu'elle va tout raconter ?» Si cette histoire vous a déjà captivé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car ici, chaque histoire est réelle, intense et faite pour vous toucher. Je m'appelle Sophie, mais ces 30 dernières années, on m'a tout appelée, sauf une femme. J'ai été la mère de Julien, l'employée du bureau, cette dame qui dit toujours oui. On ne m'a jamais remarqué au-delà du rôle que je jouais pour les autres. Je suis née et j'ai grandi en banlieue parisienne. Ma mère est morte jeune, mon père buvait. À 16 ans, je lavais déjà le linge des voisins. À 18 ans, j'ai rencontré le père de Julien. Un homme charmant, bien élevé et cruel. Il m'a laissée enceinte et seule avant même que l'échographie ne révèle le sexe du bébé. J'ai élevé Julien avec ce que j'avais. Et aussi avec ce que je n'avais pas. J'ai travaillé des années comme secrétaire pour monsieur Philippe Lambert. Un homme sévère, mais juste. Pendant que je m'occupais de la paperasse, je m'occupais aussi de mes propres souffrances cachées. Personne ne le savait, mais il y avait des jours où je passais ma journée au bureau avec de la fièvre, sans déjeuner, les chaussures me serrant au point de faire saigner mes pieds meurtris. Mais je n'ai jamais manqué un seul jour. Je n'ai jamais rien demandé. Je voulais seulement que mon fils ait les opportunités que je n'avais jamais eues. Julien était un garçon adorable, jusqu'à ce qu'il commence à grandir, jusqu'à ce qu'il commence à me regarder comme on regarde une erreur. Il détestait quand j'assistais aux réunions de parents d'élèves. Il se plaignait de mes vêtements simples, de ma voix douce. Il disait que j'avais l'air d'une femme de ménage. Et ça faisait plus mal qu'une gifle. Mais je souriais et j'encaissais. Toujours avec la même excuse prête. C'est l'âge. Un jour, il comprendra. Je me le répétais en mettant de côté des pièces pour lui acheter son premier costume. En marchant des heures pour lui apporter le déjeuner qu'il avait oublié. En passant des nuits assises dans la salle d'attente de l'hôpital quand il avait une forte grippe, attendant qu'un médecin le reçoive. Être invisible ne m'a jamais dérangé, tant qu'il pouvait entrevoir un avenir pour lui. Mais le temps a passé, et l'avenir que j'avais bâti de mes mains m'a complètement effacé. Quand Julien a rencontré Chloé, il semblait heureux. Il me l'a présenté à la hâte, disant que je vivais avec lui pour le moment. Chloé a été polie, mais j'ai vu le doute dans son regard, et j'ai vu dans le sien la honte. Ils ont commencé à m'exclure de leur conversation, à diviser les espaces de la maison, à me servir les restes froids. J'étais devenu un vieux meuble à l'intérieur de cette maison, une chose qu'on ne jette pas par pitié, mais qu'on ne veut pas avoir près de soi. Et pourtant, j'ai continué à essayer. J'ai insisté pour aider aux préparatifs du mariage. J'ai posé des questions sur sa robe, sur la musique. J'ai proposé de participer aux frais. Et lui, il a dit que tout était déjà géré. Jusqu'au jour où je l'ai entendu dire, sans qu'il se rende compte que j'étais derrière la porte, « Je ne la veux pas à mon mariage, elle va tout gâcher. » À cet instant, ce n'est pas mon cœur qui s'est brisé, c'est toute mon histoire. La femme qui avait élevé, soutenu et appris à marcher à cet homme était rejetée comme un problème. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que même le silence a ses limites. Et ma limite était sur le point d'être franchie. J'ai toujours cru que mon plus grand désir était simple.
Si simple que si je l'avais raconté à quelqu'un, on en aurait probablement ri. Je ne rêvais pas d'être riche, ni de vivre entouré de luxe. Je ne voulais ni manoir, ni voyage coûteux. Ce que je voulais, c'était d'être incluse, qu'on se souvienne de moi, d'être présente. Mon cœur ne demandait rien de plus. Pendant que Julien grandissait, chacune de ses réussites me semblait être aussi la mienne. Sa première médaille à l'école, son premier job d'été, son diplôme universitaire. Je vibrais en silence, j'applaudissais intérieurement, mais j'ai toujours rêvé du jour où il me regarderait enfin et dirait « Maman, merci, c'était grâce à toi ». Ce jour n'est jamais venu. Et pourtant, j'ai continué à y croire. Lorsqu'il s'est fiancé, mon cœur s'est rempli d'espoir. J'imaginais le mariage comme le jour où, enfin, je serais reconnue. Pas comme un fardeau, pas comme un problème, mais comme la racine, l'origine. Je passais mes nuits à coudre une robe bleue, une robe simple, mais dont chaque point était chargé d'amour et d'attente. Je me rejouais la scène dans ma tête. J'entrerais dans l'église, un sourire timide aux lèvres, les invités me regardant avec respect. Puis, le moment où ils m'inviteraient à danser, juste nous deux. Ce désir était si fort qu'il était devenu mon moteur. Je ne voulais pas me mettre en avant, ni être le centre de l'attention. Je voulais juste exister dans son histoire. Mais plus le grand jour approchait, plus je remarquais les signes. Les faire-part préparés sans mentionner mon nom. Les conversations à voix basse qui s'arrêtaient net dès que j'entrais dans la pièce. Son regard, distant, évitant tout geste d'affection. Malgré tout, je continuais à y croire. Je m'accrochais au rêve d'entendre, ne serait-ce qu'une fois, une phrase simple. « Maman, ce moment est aussi le tien. » Et c'est là que le désir a commencé à se transformer en douleur. Plus j'attendais, plus je me sentais invisible. Plus j'aidais, plus je devenais une étrangère au milieu de la fête que j'avais moi-même rêvé de voir. Chaque nuit, seule avec mon aiguille et mon fil, je pensais, serais-je un jour acceptée? Ou serais-je toujours la femme cachée derrière le rideau? La vérité, c'est que je ne voulais pas seulement une invitation. Je voulais du respect. Je voulais qu'il me voie comme un être humain, comme une femme, pas seulement comme une mère. Parce qu'être mère, c'était tout ce que j'avais su être. Mais maintenant, je voulais plus. Je voulais que ma vie ait du poids, que ma présence soit ressentie, que mes mains, qui avaient tant travaillé, soient reconnues non seulement pour le service rendu, mais pour l'amour qu'elles portaient. C'était ça, mon désir. Exister pour de vrai. Et chaque jour qui passait, je sentais à quel point cela semblait inaccessible. Jusqu'à cette nuit où j'ai entendu la phrase qui m'a anéanti. Il ne savait pas que j'étais là. Je ne la veux pas à mon mariage. Elle va tout gâcher. Mon âme s'est glacée. Ce n'était pas seulement l'exclusion. C'était le mépris caché dans ces mots. Soudain, mon désir a cessé d'être une douce prière pour devenir un cri silencieux. Je ne voulais plus seulement être à ce mariage. Je voulais qu'il ressente le poids de qui j'étais. Je voulais qu'il me regarde non pas avec honte, mais avec la conscience que, sans moi, rien de tout cela n'existerait. Une lutte s'engagea en moi. La partie de moi qui avait toujours courbé l'échine disait « Laisse tomber, Sophie. Il vaut mieux ne pas faire de vagues. » Mais une autre partie, plus forte, répondait « Tu as déjà été un problème en choisissant de survivre. Tu as déjà été une gêne en décidant d'élever seul ton enfant. Tu as déjà été une honte en refusant d'abandonner. Maintenant, tu seras une présence. » Mon désir a changé. Il n'était plus question d'acceptation. Il était question de justice. Je ne voulais pas d'applaudissements, ni d'hommages. Je voulais le regarder dans les yeux, le jour le plus important de sa vie, et lui montrer qu'on ne peut pas arracher la racine sans que l'arbre ne meure. Ce désir a grandi en moi comme une flamme, de plus en plus vive, de plus en plus impossible à éteindre. Il ne s'agissait plus seulement du mariage. Il s'agissait de toute une vie passée sous silence. Et cette nuit-là, en regardant la robe bleue encore inachevée, je me suis fait une promesse. Peu importe à quel point ils essaieront de m'effacer, j'existerai. Et si le prix à payer est sa fureur, alors qu'il en soit ainsi. Car pire que d'affronter sa colère, il y aurait eu de continuer à vivre comme si je n'avais jamais existé. C'était ça, mon véritable désir, qu'on se souvienne de moi, qu'on m'entende, être entière. Et à cet instant, quelque chose en moi m'a prévenu. Le chemin pour y parvenir ne serait pas facile, car pour gagner le respect, je devrais d'abord traverser l'humiliation. Et je sentais déjà que cette humiliation était imminente.
Je pensais que c'était une erreur, un malentendu peut-être, quelque chose qui se réglerait par une conversation, une explication, une étreinte. Mais l'enveloppe était bien réelle. Elle est arrivée un matin comme les autres, sans prévenir. Papier à en tête, le nom de l'agence événementielle imprimé en haut. Un instant, mon cœur s'est emballé. J'ai cru que c'était le faire-part. Je l'ai ouverte avec précaution. Mes mains tremblaient. Mes yeux ont parcouru la page, puis se sont arrêtés. Nous vous informons que, par décision des futurs mariés, Madame Sophie Moreau ne figure pas sur la liste des invités à la cérémonie d'union de Julien et Chloé. Aucune émotion, juste un vide glacial, un silence entre ma poitrine et ma gorge. J'ai relu, 1, 2, 3 fois. Mon nom était là, le mien, comme si j'étais une étrangère, une menace. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise au bord du lit et je suis restée là, pendant des minutes, peut-être des heures, l'enveloppe tombée au sol, le soleil qui filtrait par la fenêtre comme si rien n'avait changé, comme si le monde tournait encore. Quand il est rentré ce soir-là, il m'a regardé comme si tout était normal. J'ai attendu. J'ai attendu qu'il dise quelque chose. Une excuse. C'est Chloé qui a voulu. Je n'avais pas le choix. N'importe quoi. Mais il a juste pris une bière, s'est assis sur le canapé et m'a ignoré. Le lendemain, j'ai essayé de parler. Ma voix s'est brisée. Julien, pourquoi ne suis-je pas invitée ? Il n'a même pas levé les yeux. C'est mieux comme ça, maman. Moins de stress, moins d'exposition. D'exposition ? Tu comprends. Non, je ne comprenais pas. Et il ne tenait manifestement pas à m'expliquer. Au fond, je savais. Je l'avais toujours su. Il avait honte. Honte de la femme qui avait porté des sacs en plastique sous une chaleur de plomb. Honte de mes pantalons délavés, de mes cheveux attachés par une simple pince, de mes ongles sans vernis. Honte de moi. Cette nuit-là, j'ai pris mon sac. J'ai pensé à partir, aller chez une voisine, passer quelques jours ailleurs, prendre du recul, mais au fond, je savais que fuir ne servirait à rien. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de réponses. Et c'est en fouillant dans mon sac, à la recherche de mon téléphone, que j'ai trouvé la lettre. Cette lettre. L'enveloppe était déjà froissée. Elle était vieille. Je la portais sur moi depuis des semaines, peut-être des mois. Un coursier du bureau me l'avait remise, avec mon solde de tout compte. Je n'avais jamais eu le courage de l'ouvrir. J'avais peur de ce qu'elle contenait, peur d'affronter la fin d'une vie de travail. Mais maintenant, tout semblait dérisoire face à ce que je ressentais. J'ai ouvert l'enveloppe calmement. À l'intérieur, 2 feuilles. La première, manuscrite. L'écriture de Monsieur Lambert. Ferme, directe. Sophie, je sais que ce moment peut sembler difficile, mais vous n'avez jamais été une simple employée. Vous avez été la structure silencieuse de cette entreprise. La femme qui a géré les contrats, les délais, les crises, qui a sauvé des négociations par son calme et sa fermeté. Beaucoup sont passés par ici, mais personne n'a été aussi essentiel que vous. J'ai marqué une pause. J'ai respiré. Mes yeux se sont embués, mais j'ai continué. C'est pourquoi je laisse, consigné par acte notarié, qu'une partie des actions de mon entreprise, 7% pour être exact, a été transférée à votre nom, en guise de remerciement, en guise de reconnaissance, parce que vous méritez qu'on se souvienne de vous non pas comme une ombre, mais comme un pilier. Sur la seconde feuille, le document officiel, signé, enregistré, certifié. Cette lettre, c'était un héritage. Un morceau de l'entreprise que j'avais aidé à bâtir dans la sueur et le silence. Quelque chose qui, jusqu'à présent, je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait, mais qui maintenant semblait avoir du poids. Assez de poids pour faire basculer quelque chose en moi. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de ce qu'il symbolisait. La dignité, le legs, la présence. Mon fils pouvait bien essayer de m'effacer de son mariage. Il pouvait bien essayer de me cacher de l'histoire. Mais sur ce papier, j'existais, officiellement, reconnue, et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression d'être en marge. Je ne savais pas encore quoi en faire, mais je savais ce que je n'allais pas faire, continuer à me taire. Le lendemain matin, Julien m'a évité. Chloé n'est pas passée à la maison. L'atmosphère était tendue, glaciale. J'ai rangé la lettre dans une boîte en bois avec les quelques autres papiers importants de ma vie. L'acte de naissance de Julien, une photo de lui à 4 ans, le diplôme de la formation que j'avais suivie à 42 ans. Je suis allée à l'armoire.
J'ai pris la robe bleue que je cousais depuis des semaines, celle que je comptais porter au mariage, la même que j'avais envisagé de jeter la veille. J'ai cousu les derniers points, le fil tendu, le doigt piqué, une larme ravalée. Est-ce que j'irais à ce mariage? Je ne le savais toujours pas. Mais une chose était sûre, si j'y allais, ce ne serait pas en tant qu'invité. Ce serait en tant que la femme qu'il avait tenté d'oublier, et que le monde, ce jour-là, serait forcé de se souvenir. L'église était presque vide quand je suis arrivée. C'était 2 jours avant le mariage. La répétition générale. On testait les lumières. Les musiciens accordèrent leurs instruments. Chloé, tout devant, riait avec sa mère en ajustant son voile. Je suis restée à l'entrée quelques secondes, observant la scène de loin. La robe qu'elle porterait le grand jour, les détails des arrangements floraux, la douce musique en fond sonore. Sur mes genoux, une petite boîte en bois. À l'intérieur, un souvenir, un cadeau, une tentative de rester, même de façon infime, dans ce moment qui était aussi le mien. J'ai avancé lentement, sentant les regards se poser sur moi. L'une des demoiselles d'honneur m'a reconnue. Elle a chuchoté quelque chose à l'oreille d'une autre. Des rires étouffés, un regard en coin. J'ai continué à marcher. Julien m'a vu le premier. Il était de dos, mais il s'est retourné en sentant le murmure grandissant. Son regard, quand il m'a vu, c'était comme si j'avais pénétré dans un lieu interdit. « Maman ?» dit-il d'un ton sec. Chloé se retourna aussi, confuse, mais avec un léger sourire. Ma voix était à peine audible. « Je suis venue vous laisser ça. » J'ai tendu la boîte. Le cadeau. Un petit geste, mais qui portait tout le poids du monde. Julien s'est approché, s'est arrêté à quelques pas. Il a regardé la boîte, puis moi. « Tu ne devrais pas être ici. » La phrase est tombée comme une pierre. « Je sais que je ne suis pas invitée, Julien. Mais ceci, dis-je en serrant la boîte plus fort, ce n'est pas pour créer de problème. C'est juste un geste, un cadeau, quelque chose que je gardais pour ce jour. » Chloé s'est approchée lentement, toujours souriante, essayant de comprendre. « Julien, qu'est-ce que c'est que ce cadeau ?» Il n'a pas répondu. Il s'est juste tourné vers moi. « Maman, tu ne comprends pas? C'est une cérémonie privée. Ce n'est pas le moment pour ça. »« Pourquoi, Julien ?» Ma voix tremblait. Pour l'amour d'une mère, le silence s'est fait autour de nous. Les gens ont arrêté de bouger, de parler. Mes yeux me brûlaient. Je voulais juste laisser quelque chose de symbolique, quelque chose qui fasse partie de votre histoire. Je ne resterai pas. Je laisse ça et je m'en vais. Il a secoué la tête. « Tu ne fais pas partie de cette histoire, maman. » Ces mots ont été prononcés d'un ton ferme, bas, mais assez fort pour que tout le monde aux alentours entende. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi, une sensation de chute, comme si tout ce que j'avais construit avec lui venait de se dissoudre, en quelques secondes. « S'il te plaît, maman, pars. » Chloé a encore tenté d'intervenir. « Julien, ce n'est pas la peine d'être comme ça. » Mais il l'a interrompue. Elle savait déjà qu'elle n'était pas la bienvenue. Je me suis retournée, prête à partir. La robe que je portais, cousue de mes propres mains, me semblait maintenant un haillon. La boîte pesait plus lourd que je ne pouvais le supporter. « Attendez » appela Chloé. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Je me suis retournée lentement. J'avais honte. J'étais en colère. Mais il me restait encore un fil de dignité qui tentait de survivre. C'est juste un souvenir, une lettre que j'ai écrite pour vous deux. Et une broche. Elle appartenait à ma mère. Je voulais que tu l'aies. Elle a tendu la main, mais Julien l'a tirée en arrière. Chloé, non, ce n'est pas approprié. Julien, c'est juste un geste. Il ne faut pas... J'ai dit non, a-t-il crié. L'écho de sa voix a résonné dans l'église. Tout le monde s'est arrêté, même les musiciens. La boîte est tombée par terre. Le couvercle s'est ouvert. La broche a glissé et a heurté le marbre avec un bruit sec. Une petite fille d'honneur l'a ramassée, effrayée. Chloé est restée silencieuse. Moi aussi. La honte n'était plus seulement dans mes yeux. Elle était dans tout mon corps, dans mon âme. L'organisatrice de la cérémonie s'est approchée, gênée. « Madame, vous devez vous retirer. » Elle a utilisé ce mot. « Madame », comme si j'étais une nuisance, une erreur. Julien n'a pas bougé. Chloé a baissé les yeux. Je me suis penchée lentement, j'ai ramassé la boîte, j'ai refermé le couvercle. Mes mains tremblaient, mes jambes aussi. J'ai tourné le dos. J'ai marché vers la porte comme si je portais 30 ans de rejet sur mes épaules. Chaque pas était un trébuchement, chaque regard une gifle. Quand je suis arrivée dans la rue,
la lumière de fin d'après-midi semblait se moquer de moi. Je me suis arrêtée un instant. J'ai respiré profondément. Les larmes ne sont pas venues. Seul le vide. Je me suis assise sur le banc de la place en face de l'église. J'ai regardé la boîte sur mes genoux, toujours fermée, comme tout en moi, fermée, verrouillée, gardée. Derrière moi, la porte de l'église a claqué. Un bruit sec, définitif. J'avais été exclue de la cérémonie que j'avais contribué à construire, du fils que j'avais élevé de mes mains, de la vie qu'on m'avait promise en récompense de tous mes sacrifices. Et tout ce qui restait, c'était le silence. Et la certitude que je ne faisais plus partie de ce monde. Mais en regardant la broche, coincée entre les fentes du couvercle, un souvenir a refait surface. Ma mère, me la tendant de ses mains ridées, en disant « Ne laisse jamais personne te traiter comme si tu étais invisible, Sophie. » À ce moment-là, quelque chose a bougé en moi. Une sensation étrange. Ce n'était pas de la douleur. C'était une étincelle, petite, mais vivante. Et j'ai su, là, sur ce banc de la place, le cœur en miettes, que cette histoire n'était pas encore terminée. Je suis restée assise là un temps que je ne saurais mesurer. Peut-être une demi-heure, peut-être une vie entière. Les gens sortaient de l'église avec des regards prudents. Certains faisaient semblant de ne pas me voir. D'autres regardaient de haut, comme on marche sur du verre brisé sans vouloir faire de bruit. La boîte était toujours sur mes genoux, mais maintenant, elle semblait ne rien peser. Ou peut-être que c'était moi qui m'étais vidée de l'intérieur. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Mon corps semblait figé dans un état étrange, un silence entre la honte et la colère, comme si je me regardais de l'extérieur, comme si tout cela arrivait à une autre femme. Je me souviens que le son des cloches se mêlait au vent glacial de cette fin d'après-midi. Et une phrase ne me quittait pas l'esprit. « Tu ne fais pas partie de cette histoire, maman. » Et si je n'en faisais pas partie, pourquoi cela faisait-il si mal ? Je suis rentrée chez moi à petits pas, la robe collée à mes jambes, comme si elle essayait de m'empêcher de marcher. Je suis entrée sans faire de bruit. La maison était vide. Julien et Chloé étaient encore à l'église, faisant probablement semblant que rien ne s'était passé, que je n'avais jamais été là, que toute cette scène n'avait été qu'un faux pas que personne n'avait vu. Mais moi, je l'avais vu, je l'avais ressenti. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte doucement. Je me suis assise au bord du lit, le même lit où, des années auparavant, il dormait à côté de moi quand il avait de la fièvre, où je passais des nuits blanches à le soigner, à lui chanter des berceuses pour qu'il n'ait pas peur de l'orage. J'ai rouvert la boîte. La broche était cassée. L'épingle à l'arrière s'était tordue dans la chute. J'ai tenu la pièce entre mes doigts. Ce n'était pas juste un bijou. C'était tout ce qui me restait de ma mère, le seul objet qu'elle m'avait laissé avant de partir. Et maintenant, il était cassé, comme moi. Je me suis levée. Je suis allée vers le miroir. Je me suis regardée. Le maquillage avait coulé, les cheveux en désordre, les yeux rouges, mais encore secs. Était-ce cela qu'il voyait ? Une vieille femme, usée, un fardeau. Une erreur ? J'ai reculé de 2 pas et je me suis adossée au mur. Là, à cet instant, je me suis permis de m'effondrer. Un sanglot sec s'est échappé de ma gorge. Puis un autre. Je me suis recroquevillée dans un coin de la chambre comme une adolescente rejetée. Et j'ai pleuré. Mais pas pour lui. J'ai pleuré pour moi. Pour toutes les fois où j'avais ravalé mes mots. Pour tous les « ça va » forcés. Pour tous les dîners froids. Pour chaque fois qu'il m'avait regardé sans me voir. Et j'ai pleuré aussi parce que, même après tout ça, je l'aimais encore. Parce qu'une mère n'arrête pas d'aimer. Mais elle peut, oui, arrêter d'accepter. Quand les pleurs ont cessé, il ne restait que le silence. Le même silence qui m'avait toujours entouré. Mais maintenant, il était différent. Ce n'était plus le silence de la soumission, mais celui de la décision. Je suis allée au tiroir et j'ai pris la lettre de Monsieur Lambert, celle qui disait que je faisais partie de son héritage, que j'avais de la valeur. J'ai relu chaque ligne, et quand j'ai fini, j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des jours, ma poitrine s'est remplie de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la fermeté. Je me suis souvenue de ce qu'il avait écrit dans la dernière phrase. Utilisez-le comme vous le souhaitez, mais n'oubliez jamais que vous l'avez gagné par vous-même et par personne d'autre. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. J'ai préparé le café. La table était mise quand Julien est entré dans la cuisine. Chloé le suivait de près. Aucun des deux ne m'a regardé dans les yeux. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle en forçant un sourire. « Oui,
J'ai bien dormi. Merci. Je me suis assise à table. Ils se sont servis sans rien dire, jusqu'à ce qu'ils brisent le silence. Maman, à propos d'hier, j'ai levé la main. Ce n'est pas la peine. Il a semblé soulagé. Je voulais juste dire que ce n'était pas personnel. Si, ça l'était, ai-je interrompu. Et ce n'est pas grave. Chloé a écarquillé les yeux. On pensait juste que, peut-être, tu ne te sentirais pas à l'aise là-bas. Je me suis sentie exactement comme vous vouliez que je me sente, Chloé. Elle a baissé les yeux. Julien est resté silencieux. Mais soyez tranquille, je ne vous dérangerai plus. Je me suis levée. Je suis allée dans ma chambre. J'ai pris mon sac. Je suis revenue à la cuisine et j'ai posé une enveloppe sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Juste quelque chose dont vous aurez besoin après mon départ. »« Ton départ ? Je déménage. Aujourd'hui. » Leur surprise fut immédiate. « Maman, tu n'as pas besoin de faire ça maintenant. Tout est réglé. »« Je sais. C'est bien pour ça. » Julien a pris l'enveloppe, l'a ouverte. À l'intérieur, la copie de l'acte de cession des actions de l'entreprise. Il m'a regardé, confus. Qu'est-ce que c'est ? Un rappel, que j'existe, que j'ai construit quelque chose, que je ne suis pas seulement la femme que vous avez appris à ignorer. Chloé s'est levée. Sophie, je suis désolée. Je ne savais pas qu'il t'avait renvoyé de la cérémonie. Tu n'as pas à t'excuser, Chloé. Tu ne me dois rien. Mais il m'a menti. Il m'a dit que tu avais choisi de ne pas venir. Julien a écarquillé les yeux. Je voulais juste éviter un conflit. Et tu as réussi, mon fils. Tu as juste oublié qu'en évitant le malaise, tu as créé la honte. J'ai pris mes affaires. La boîte. La broche, même cassée, était avec moi. Julien a essayé de s'approcher. « Maman, attends. Parlons. C'est maintenant que tu veux parler ?» Mon silence fut ma réponse. Je me suis arrêtée à la porte. Le soleil tapait fort. Dehors, le monde continuait sa course. J'ai regardé en arrière une dernière fois. J'ai été humiliée, Julien, mais pas détruite. Ça, tu le comprendras un jour. Et quand je suis sortie, une certitude marchait avec moi. La Sophie qu'il connaissait était morte dans cette église. Celle qui partait maintenant ne demanderait plus la permission d'exister. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise sur le balcon de la petite chambre de pension que j'avais louée avec le peu que j'avais. Le ciel sombre, le bruit des voitures au loin, et dans ma tête, une seule idée qui tournait en boucle. Je devais me retrouver. J'avais passé tant d'années à vivre pour les autres que je ne savais même plus qui j'étais sans le poids de leurs exigences sur mes épaules. Mère, employée, celle qui dit oui, celle qui s'efface pour ne pas déranger. Mais maintenant, j'étais là, seule, et pour la première fois, libre. J'ai repris la lettre de M. Lambert. J'ai relu chaque ligne comme on boit de l'eau après une trop longue traversée du désert. Ce n'était pas juste un papier avec de jolis mots. C'était une attestation d'existence, un rappel que j'avais de l'importance. Le lendemain, je suis allée au siège de l'entreprise. Un grand immeuble imposant, où j'avais travaillé pendant près de 20 ans, mais toujours en entrant par la porte de service. Cette fois, je suis entrée par la grande porte. « Votre nom, s'il vous plaît ?» a demandé l'agent de sécurité, prêt à me refouler. « Sophie Moreau. Vous pouvez dire que je viens pour les 7% de M. Philippe Lambert. » Il s'est figé une seconde, puis il a passé un appel rapide, sans me quitter des yeux. Quelques minutes plus tard, j'étais reçue par la directrice juridique de l'entreprise. « Madame Moreau, » dit-elle en me regardant avec un mélange de surprise et de respect. « Nous attendions votre visite. Monsieur Lambert a été très clair dans son testament. J'ai signé les documents d'une main ferme. J'ai reçu les relevés, les accès, les informations. Tout était officiel. 7% de l'entreprise était désormais à moi. Et ça, ce n'était que le début. Je suis sortie de là différente, comme si j'avais récupéré quelque chose que je n'aurais jamais imaginé posséder un jour. Une place. Avec l'argent débloqué de la première part des bénéfices, j'ai loué un petit appartement. Rien de luxueux, mais c'était le mien. Chaque meuble choisi avec soin, chaque recoin reflétait une nouvelle version de moi-même. Mais le changement n'était pas seulement extérieur. Quelque chose à l'intérieur de moi changeait aussi. J'ai arrêté de m'excuser d'exister. J'ai arrêté de baisser les yeux. Le matin de la veille du mariage, j'ai pris une décision. Je suis retournée à l'église. Vide cette fois. Je me suis assise sur un des bancs du fond et je suis restée là, en silence. Je ne voulais pas gâcher le mariage de mon fils. Je ne voulais pas faire de scandale. Mais je ne voulais plus non plus m'effacer pour plaire à qui que ce soit. C'est alors que j'ai entendu une voix familière.
Madame Sophie, je me suis retournée lentement. Chloé était là, seule. Elle m'a regardée comme on cherche une ombre et qu'on trouve une lumière. J'ai appris que vous aviez quitté la maison et ce qui s'est passé à la répétition. J'ai hoché la tête en silence. Je voulais vous voir avant le mariage. Et tu m'as trouvée. Elle s'est assise à côté de moi. Nous sommes restées silencieuses quelques secondes. Julien m'a raconté beaucoup de choses. Trop tard. Il m'a dit que vous ne vouliez pas venir. Il a menti, comme il a menti sur tant d'autres choses. Elle a pris une profonde inspiration. Je ne savais pas à quel point il t'effaçait de sa vie. J'ai toujours pensé que vous étiez distant, mais il a choisi d'oublier. Et je l'ai laissé faire. Pendant trop longtemps, elle m'a regardé droit dans les yeux. Mais vous êtes ici. Est-ce que ça veut dire que vous voulez toujours en faire partie? Je l'ai regardé dans les yeux. Je veux juste être respectée. Je ne veux ni scène, ni drame. Mais je n'accepte plus le rôle de figurante dans ma propre histoire. Elle a hoché la tête. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a ouvert son sac et en a sorti une enveloppe. C'est pour vous. Je voulais vous la donner en main propre. Je l'ai prise sans comprendre. Qu'est-ce que c'est? Une invitation. La mienne? Pas celle de Julien. C'est moi qui t'invite. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne sais pas si je devrais. Moi, je sais que tu dois. J'ai lu la lettre. Celle de Monsieur Lambert. Elle était dans la boîte que tu as laissée à la répétition. La broche, je l'ai fait réparer. J'ai sorti un mouchoir de ma poche et j'ai essuyé mes yeux, discrètement. Il ne sait pas que je suis là, dit-elle, ni que je t'invite. Et si ça ne lui plaît pas, alors il devra s'y faire. Parce que maintenant, il va apprendre que le monde ne tourne pas autour de sa vanité. Je suis restée là, immobile. Cette jeune femme de 20 et quelques années avait plus de courage que bien des adultes que j'avais connus dans ma vie. Je vous veux à mon mariage, Madame Sophie. Vraiment. Et si vous n'êtes pas là, je n'y serai pas non plus. Ces mots m'ont frappé comme une étreinte inattendue. Je ne veux pas causer de problème, Chloé. Vous n'allez rien causer du tout. Vous allez simplement exister. Et il est grand temps que vous le fassiez à voix haute. Elle s'est levée, a ajusté sa robe et a souri. On se voit demain? J'ai hoché la tête, encore sous le choc. Et sur ce banc, de nouveau seul, j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'aller au mariage, il s'agissait d'être enfin vue. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas encore, quelque chose qui était dans la boîte que j'avais apportée à la répétition, mais que personne n'avait encore vu. Et ce détail, petit mais définitif, était toujours avec moi. Et quand j'apparaîtrais, ce ne serait pas seulement en tant que mère, ce serait en tant que la femme qu'il avait tenté d'enterrer dans l'oubli, et qui revenait maintenant pour qu'on se souvienne d'elle. Je suis arrivée en avance, avant les invités, avant la musique, avant même Chloé. La robe bleue que j'avais cousue moi-même était impeccable, mes cheveux relevés avec élégance. La broche de ma mère, restaurée, brillait sur ma poitrine avec plus de dignité que de l'or. Dans ma main, la même boîte en bois. Mais maintenant, elle contenait quelque chose de plus, la vérité, dans son intégralité. Je suis entrée par le côté de l'église, comme Chloé me l'avait indiqué. Une petite porte discrète. Personne ne m'a vue, pas encore. Je me suis assise au fond, silencieuse. J'observais. La décoration était magnifique. Tout avait été choisi avec tant de soin, sauf les personnes qui seraient présentes. Julien, comme toujours, soucieux de l'esthétique, mais loin de l'essentiel. Je suis restée là à regarder les invités arriver. Des gens importants, bien habillés, avec des sourires de façade et des airs de supériorité. Beaucoup d'entre eux m'avaient déjà regardé par le passé comme on regarde une domestique, et rien de plus. Chloé est entrée par la porte principale quelques minutes plus tard, sa robe blanche flottant autour d'elle. Elle était magnifique, mais il y avait une lourdeur dans son regard, une lassitude que seul moi semblais percevoir. Julien était à l'autel, une posture impeccable, une arrogance déguisée en confiance en soi. Elle s'est approchée de lui a pris le bras, mais n'a pas souri. Quand le célébrant a posé la question traditionnelle, si quelqu'un a une raison de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Tout le monde a retenu son souffle, comme le veut le protocole. Et c'est là, dans le silence le plus profond de la cérémonie, que Chloé a parlé. Moi, le brouhaha fut immédiat. Des murmures, des mains devant les bouches. Julien a écarquillé les yeux. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il chuchoté entre ses dents. Elle a fait 2 pas en avant.
Puis, elle s'est tournée vers les invités. Avant de dire oui, j'ai besoin que tout le monde sache qui je suis et qui il est. Julien a tenté de l'interrompre, mais elle a levé la main d'un geste ferme. La plupart d'entre vous ne connaissent que la version qu'il a racontée, l'histoire arrangée, celle où sa mère a disparu de sa vie de son plein gré. Elle m'a regardée. Nos regards se sont croisés. Un silence complice entre deux femmes qui n'auraient pas dû se rencontrer ainsi, mais qui se sont trouvées dans la douleur. La vérité, a-t-elle poursuivi, c'est que la femme qui a élevé cet homme de ses propres mains a été effacée par lui, réduite au silence, bannie de sa propre histoire. Julien était livide. « Chloé, arrête ça. Tu as menti. Tu t'es servi de moi pour renforcer l'image que tu t'es construite. Mais je ne suis pas ton trophée, Julien. Et cette femme, là-bas, dit-elle en me désignant, n'est pas un fardeau. Elle est la racine de tout ce que tu as bâti. » L'assemblée était sous le choc. Je me suis levé, lentement, la boîte dans mes mains, à pas courts, mais ferme. Les invités me dévisageaient comme si j'étais une apparition, la femme que personne n'attendait, la pièce du puzzle qu'il avait cachée. Je suis arrivé à l'hôtel. J'ai remis la boîte entre les mains de Chloé. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, en plus de la broche, il y avait les copies de la lettre de Monsieur Lambert, le contrat de cession des actions, des photos de Julien enfant, à mes côtés, pendant les nuits à l'hôpital, lors des fêtes modestes que j'organisais avec des ballons à 1 €. Chloé a tout sorti et a montré le contenu aux invités. Voilà la vérité. Cette femme n'est pas invisible. Elle est l'origine de tout. Julien a tenté de s'emparer de la boîte. Chloé a reculé. Pas maintenant. Maintenant, c'est elle qui va parler. Je l'ai regardée. Mon fils, mon sang. Mais à cet instant, un étranger. Julien, ma voix est sortie, ferme. Je ne suis pas ici pour te faire honte. J'ai déjà eu bien assez honte pour nous deux. Mais aujourd'hui, j'avais besoin d'être vue. Il a ouvert la bouche. Il allait dire quelque chose. Mais il n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux. Chloé m'a rendu la boîte et a dit, d'une voix forte, « Aujourd'hui, celle qui me mène à l'hôtel, c'est elle !» La réaction fut un mélange de stupéfaction et d'applaudissements timides. Certains invités étaient encore sous le choc, mais la plupart se sont levés. Julien est resté paralysé. Elle m'a pris le bras. Nous avons descendu les marches de l'hôtel et avons traversé ensemble l'allée centrale. Il n'y a pas eu de musique, seulement le son de nos pas et le poids d'années de silence qui se brisaient à chaque pas. Arrivés à la porte, Chloé s'est arrêtée, m'a regardée et a dit « Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de m'avoir vue. » Dehors, la lumière du soleil semblait différente. J'ai senti la chaleur sur mon visage, mais c'était une autre sorte de chaleur, pas celle de la gêne, celle de la liberté. La cérémonie n'a pas repris. Chloé n'en voulait plus. Elle a dit qu'elle devait tout recommencer. Pour elle, pour moi, pour tout ce qui avait été brisé. Julien est resté seul à l'hôtel. Pour la première fois, sans savoir quoi dire. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Je suis partie la tête haute, la broche toujours épinglée sur ma poitrine. Et, au fond de la boîte, quelque chose que personne n'avait vu. Un petit papier plié, une dernière note de Monsieur Lambert. « Quand le monde essaiera de t'effacer, écris ton nom avec le feu. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis sortie de l'église au bras de Chloé. Le monde extérieur semblait différent. La lumière était plus vive, l'air plus léger. Chaque pas que je faisais semblait m'arracher des années de crasse accumulées, comme si je nettoyais enfin la maison de mon âme. Chloé me serrait le bras avec fermeté. Une fermeté qui n'était pas celle de quelqu'un qui guide, mais de quelqu'un qui soutient. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais pas seule. « Où allons-nous » ai-je demandé, ne sachant toujours pas si tout cela était réel. « À la maison » a-t-elle répondu. « Mais la mienne ? Pas celle de Julien. » Nous avons marché en silence jusqu'à la voiture. À l'intérieur, elle a démarré le moteur avec un tremblement dans les mains. Je l'ai remarqué. Je n'ai rien dit. J'ai juste appuyé ma tête contre le siège et fermé les yeux. Pendant le trajet, mes pensées s'envolaient comme des feuilles mortes dans une tempête. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire ce qui venait de se passer. Une autre partie ne voulait plus jamais redevenir celle que j'étais avant. Nous sommes arrivés devant un immeuble simple, mais élégant. Chloé a ouvert la porte de l'appartement et m'a invité à entrer. L'endroit sentait le renouveau. Pas de tapis coûteux, aucune ostentation. Mais il y avait de jolis tableaux au mur, un canapé clair, des plantes dans les coins.
C'était un lieu où une femme vivait, pas un lieu où elle se contentait d'exister. Je me suis assise sur le canapé et j'ai respiré profondément. Chloé m'a apporté un thé. Je n'allais pas me marier aujourd'hui, dit-elle en s'asseyant à côté de moi. Tu l'as dit à l'hôtel, mais je pensais que c'était une façon de parler. Non, ce n'en était pas une. Elle m'a regardée. J'ai vu Julien sous un autre jour aujourd'hui. Pour la première fois, j'ai vu l'homme qu'il était vraiment devenu. Et j'ai réalisé que je ne veux pas de ça pour moi. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissé parler. C'était son moment à elle aussi. J'ai grandi en idéalisant l'amour, la famille, un mariage qui a du sens. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est tout le contraire. Un homme qui a honte de sa mère, qui manipule la vérité, qui préfère sauver les apparences plutôt que de guérir les blessures. Elle a baissé les yeux. Et moi, j'ai failli me laisser aveugler comme lui. J'ai bu une gorgée de thé, sentant la chaleur se diffuser dans mon corps. « Tu es courageuse, Chloé, ce n'est pas courant. » Elle a eu un faible sourire. « Le courage, c'est ce que tu as fait. Te présenter là-bas, te lever, donner cette boîte. Je n'y serais pas allée, ai-je avoué. Mais quand tu es venue me chercher et que tu m'as regardée comme personne ne l'avait fait depuis des années, j'ai compris que je le devais. » Elle m'a pris la main. « Sophie, tu as changé ma vie aujourd'hui. » J'ai senti mes yeux s'embuer, mais je me suis retenue. J'avais déjà trop pleuré, pendant trop de jours. Je ne suis plus la même, Chloé. Et, honnêtement, je n'ai pas envie de l'être. Elle s'est levée et est allée dans la chambre. Elle est revenue avec une enveloppe. Ça, c'est le contrat du traiteur, de la décoration, du voyage. Tout était à mon nom, et tout est déjà payé. Tu vas annuler ? Non. Elle m'a regardée avec une lueur différente dans les yeux. Je vais juste changer les noms et les plans. Comment ça ? Elle a pris une profonde inspiration. Je vais voyager, seule. Je vais utiliser cette lune de miel pour comprendre ce que je veux, qui je suis, et à mon retour, je repartirai de zéro. J'ai ressenti une fierté que je n'avais jamais éprouvée pour une femme qui n'était pas ma fille. Tu iras loin, Chloé, je l'espère. Et tu sais le meilleur ? Quoi ? Je veux que tu viennes avec moi. J'ai écarquillé les yeux. Quoi ? Tu n'es pas obligé de décider maintenant, mais je vais partir un certain temps. Et si tu veux, tu peux venir. Ça nous ferait du bien à toutes les deux. J'ai souri, un petit rire, mais sincère. Je n'ai jamais voyagé, même pas en avion. Tu vas adorer. La liberté est une addiction. Une fois qu'on y a goûté, on ne veut plus jamais revivre en cage. J'ai gardé cette idée en tête pendant des heures. Quand je suis rentrée dans mon appartement, celui que j'avais loué avec l'argent de ma nouvelle vie, je me suis assise par terre dans le salon vide, j'ai ouvert la boîte en bois une dernière fois et j'ai tout sorti. La lettre, le contrat, les photos, la broche. Et, caché parmi les papiers, il y avait le billet. Ce billet de M. Lambert que je n'avais pas encore eu le courage de relire. Je l'ai ouvert doucement. Si vous lisez ceci, Sophie, c'est que tout s'est bien passé. Et si tout s'est bien passé, c'est que vous avez enfin compris. Vous n'avez jamais été invisible. C'est le monde qui a peur de voir des femmes comme vous. Mais ce n'est pas votre problème. Votre rôle n'est pas d'être accepté. C'est d'exister avec une telle force que même le silence ne puisse vous effacer. J'ai plié le billet. Je l'ai posé sur mon front. Et j'ai pleuré à nouveau. Mais cette fois, c'était des larmes différentes. Pas de douleur, de reconnaissance. J'ai touché la broche sur ma poitrine et j'ai pensé « Maman, j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. » Dehors, le ciel commençait à s'assombrir. Mais à l'intérieur de moi, naissait le premier rayon d'un soleil que plus personne ne pourrait éteindre. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur résidait dans les choses que je taisais. J'ai cru qu'être une bonne mère, c'était disparaître, être discrète, être utile, ne pas déranger. Je disais « ça va », même quand ça n'allait pas. Je souriais quand ma poitrine hurlait. Je ravalais mes larmes parce que, après tout, ce n'était qu'un jour de plus et un poids de plus. Mais ce n'était pas juste un jour de plus. C'était des décennies à effacer mon existence pour que le monde tourne en paix autour des autres. Et plus je cédais, plus je devenais invisible, jusqu'à devenir un fantôme dans ma propre vie. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je voulais juste un geste, un regard qui dise « je te vois », un simple « merci ». Mais ce n'est jamais venu. Quand Julien m'a exclue de son mariage, ça m'a fait mal. Mal comme un coup de poignard lent, lâche. Mais là,
Dans cette douleur, une étincelle est née. J'ai vu, pour la première fois, qui j'étais. Une femme, avec un passé, avec une fatigue, avec une valeur. Et j'ai compris que la faute n'était pas seulement la sienne. C'était la mienne aussi, parce que j'ai laissé faire. Parce que chaque fois qu'on m'a dit que j'exagérais, je me suis tue. Chaque fois qu'on a minimisé mes efforts, j'ai souri. Et chaque fois qu'on m'a traité comme un fardeau, j'ai accepté. C'est dans le silence que j'ai perdu ma voix. Mais c'est au fond du gouffre que je l'ai retrouvée. Ce n'a pas été facile. Réapprendre à exister. Réapprendre à me regarder dans le miroir et à me dire « Tu n'as pas tort d'exister ». Mais quand j'ai épinglé cette broche sur ma poitrine, comme une armure, je ne m'habillais pas pour une guerre. Je m'habillais pour revenir à moi. Chloé m'a tendu la main. Et dans son regard, j'ai vu ce que j'avais attendu si longtemps. Le respect. Non pas parce qu'elle avait besoin de moi, mais parce qu'elle m'a vu. Et c'est ça qui change tout. Être vue, être entendue, être entière. Aujourd'hui, je n'ai besoin ni d'applaudissements, ni de scènes, ni d'autels. J'ai juste besoin d'un endroit où je peux être qui je suis, avec tout ce que je porte, les cicatrices, les failles, la force et le silence. Je ne suis pas parfaite, mais je suis réelle. Et ça suffit. Maintenant, je sais, ma valeur ne réside pas dans ma capacité à endurer. Elle réside dans le respect que je me porte. Parce que si je ne le fais pas pour moi, personne ne le fera. Et si cette histoire doit laisser quelque chose à quelqu'un, que ce soit ceci. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par ceux qui vous rejettent pour exister avec dignité. Les jours ont passé en silence, mais pas le même qu'avant. Maintenant, c'était un silence différent. Ce n'était pas une absence, c'était la paix. J'ai changé peu de choses dans ma nouvelle maison, mais j'ai tenu à tout décorer avec mon nom, ma couleur, ma volonté. Pour la première fois, chaque recoin disait « Sophie est passée par là. Sophie vit ici. Sophie existe. Chloé est allée de l'avant, avec légèreté, avec liberté. Elle a voyagé comme promis. Elle m'a envoyé des photos de lieux que je ne connaissais que dans de vieux magazines de salles d'attente. Elle m'a écrit une lettre. Elle y disait « Tu m'as appris que l'amour ne se mendie pas. On le vit avec vérité, ou ce n'est pas de l'amour. Merci de m'avoir appris la différence entre la présence et l'apparence. » J'ai lu et relu cette lettre des dizaines de fois. Julien, quant à lui, a disparu pendant des semaines. Après tout ça, j'imaginais qu'il s'évanouirait pour de bon. Et, pendant longtemps, j'ai cru que cela me détruirait. Mais, étrangement, ça ne m'a pas détruite. Ça m'a fait mal, bien sûr. Mais ça ne m'a pas paralysée. Au contraire, ça m'a poussée à avancer avec encore plus de fermeté. Un mois plus tard, il est apparu à l'interphone de mon immeuble, sans prévenir, sans excuses répétées, juste avec un simple bouquet de fleurs à la main et les yeux rouges. Je suis descendue. Il n'a pas demandé à monter. « Maman, a-t-il dit, d'une voix à peine audible, je voulais juste que tu saches que j'essaie de me comprendre, de me voir et de te voir. » Je suis restée immobile un instant. « Trop tard ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé dans les yeux. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer correctement. Il a souri, tristement, soulagé. « Je peux revenir ? Pas comme avant, ai-je répondu. Mais peut-être d'une manière nouvelle. Nous nous sommes étreints là, dans le hall, sans public, sans cérémonie. Deux personnes imparfaites, essayant de repartir de zéro. Aujourd'hui, nous nous parlons souvent, avec moins de formalité, avec plus de vérité. Il ne comprend pas encore tout, mais maintenant, il pose des questions. Et rien que ça, c'est déjà un début. Chloé est revenue de voyage quelques semaines plus tard, plus forte, plus sûre d'elle. Elle n'est pas revenue vers lui, elle est revenue à elle-même. Aujourd'hui, nous sommes amis. Comme si, au milieu de la douleur, nous nous étions choisis comme famille. Elle dit qu'elle va reprendre ses études, qu'elle veut aider d'autres femmes à trouver leur voie avant que le monde ne les fasse taire. Je l'ai encouragée, parce que je sais qu'il n'est jamais trop tôt, ni trop tard. Et moi, je suis toujours là, épanouie, entière. Peu à peu, je me suis habituée à cette nouvelle vie. Elle n'est pas parfaite, mais elle est à moi. Je travaille à mi-temps dans un atelier de couture, celui-là même où j'avais acheté les tissus pour la robe bleue. Maintenant, j'aide d'autres femmes à confectionner leurs propres robes. Et chaque point est une façon de dire « toi aussi, tu peux le faire ». J'ai recommencé à lire, à me promener, à choisir ce qui me plaît, à m'écouter. Et plus important encore,
J'ai recommencé à exister en dehors du rôle de mère d'eux. Aujourd'hui, je suis Sophie, et cela me suffit. Parce que j'ai enfin compris qu'aucune femme n'a besoin d'être effacée pour que le monde des autres reste éclairé. Et que, parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de courage pour dire « me voici » et je ne me quitterai plus. Pendant longtemps, on m'a appris qu'être une femme, c'était accepter. Accepter le silence, accepter le peu, accepter l'absence, accepter le mépris déguisé en sollicitude. Mais aujourd'hui, j'ai appris autre chose. J'ai appris que personne n'a le droit d'effacer notre histoire, que trop de silence rend malade, que l'amour sans respect n'est que du contrôle, et que lorsque vous décidez enfin de vous relever, le monde tremble. Oui, ceux qui vous croyaient faibles tremblent. Ceux qui se nourrissaient de votre culpabilité tremblent. Ceux qui n'auraient jamais imaginé que vous aviez encore une voix tremblent. Mais le plus beau, ce n'est pas de faire trembler le monde, c'est de cesser de vous cacher vous-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui veut aussi être vu. Alors répondez-moi en toute sincérité. Vous êtes-vous déjà senti invisible? Avez-vous déjà dû ravaler des mots qui vous rongèrent de l'intérieur? Avez-vous déjà été effacé de la vie de quelqu'un que vous aimiez trop? Avez-vous déjà entendu « c'est mieux comme ça » alors que vous saviez que cela vous tuait? Si oui, commentez ci-dessous. Je refuse de disparaître. Écrivez-le, avec la force que vous ne soupçonnez peut-être même pas avoir. Parce que chaque fois que nous le disons à voix haute, une autre femme se reconnaît, une autre histoire cesse de se terminer en silence, et un autre cycle de douleur se transforme en liberté. Partagez cette vidéo avec celles qui ont besoin de se rappeler qu'il n'est pas trop tard pour se choisir, pour se respecter, pour recommencer. Et n'oubliez jamais, vous n'avez pas besoin d'être invité pour exister. Vous avez juste besoin de vous souvenir de qui vous êtes et de vous relever, une fois, avec vérité et avec courage.